Merci, bonne fête à vous aussi Stéphane. On va passer avec vous en revue l'actualité internationale et l'actualité israélienne aussi. On commence tout de suite avec cette visite éclair, ce que tout le monde a qualifié d'éclair dans les médias en tout cas, de Benjamin Netanyahou à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Alors Stéphane, peu d'informations ont filtré sur cette rencontre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce peu de communication officielle autour de cette rencontre assez prestigieuse? Bon, alors maintenant, pour les auditeurs qui sont un petit peu mélangés, c'est Jim qui a repris le micro d'Alex. Bonjour Stéphane. Bonjour Jim, bonjour aux auditeurs. Oui, ben la visite elle était claire à Moscou, elle a duré que quelques heures. Elle s'inscrit dans la lignée d'autres visites, notamment du président Rivlin, notamment d'officiers supérieurs israéliens qui se rendent régulièrement à Moscou et d'officiers supérieurs russes qui viennent nous rendre visite pratiquement chaque semaine ou chaque 2 semaines. On essaye en fait de synchroniser nos actions en Syrie et dans la région. Et c'est pour cela que Benjamin Netanyahou s'est rendu à Moscou, ça on le sait. On sait aussi qu'il a très vraisemblablement parlé de la division de l'espace aérien syrien, ou plus précisément des zones d'influence. Ce qui intéresse le plus les Russes, c'est de pouvoir continuer tranquillement à bombarder les rebelles au nord de Damas, sans entrer dans les détails. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie du Golan, c'est-à-dire on n'aime pas du tout voir des avions russes se balader près de nos frontières, surtout que nos frontières dans la région du Golan recèlent nombre d'installations très secrètes, très sophistiquées, qu'on n'a pas envie de voir photographiées par les avions russes, même si on est tout à fait au courant du fait qu'ils les photographient déjà depuis les satellites. Mais c'est un endroit où on n'aime pas les voir. D'ailleurs, on leur a fait savoir de manière assez musclée il y a quelques mois en les prenant en chasse avec notamment l'aide d'appareils jordaniens, puis on les a forcés à rebrousser chemin. Tous des événements de ce genre qui créent un certain respect entre les deux pays et entre les deux leaders. C'est-à-dire qu'on ne s'aime pas forcément d'amour tendre. D'ailleurs, je peux dire que la Russie n'a pas vraiment d'amis dans ce monde, la Russie de Poutine, mais c'est quelqu'un de craint, c'est quelqu'un d'énergique, et puis on essaie d'avoir les meilleures relations possibles avec lui. Alors Stéphane, l'autre information de la semaine concernant les Israéliens, en tout cas, c'est cette résolution française à l'UNESCO. Il y a eu beaucoup de critiques qui viennent d'Israël. Alors Stéphane, notamment dans cette résolution, on accuse Israël d'installer des fausses tombes juives dans des cimetières musulmans de Jérusalem-Est. Et la résolution dénonce également vivement les agressions constantes commises par les Israéliens contre les civils, y compris des agressions d'imams et de prêtres chrétiens. Alors Stéphane, j'ai une question assez simple, mais je ne sais pas si vous avez la réponse. Ils les tiennent d'où leurs informations à l'UNESCO? Ah non, ça j'ai la, j'ai la réponse, Jim. Ben, c'est simplement une motion de résolution qui a été posée par des États arabes, notamment la Jordanie, le Maroc, etc., et qui est un texte éminemment anti-israélien, raciste, enfin tout ce qu'on veut. Et puis dans votre énumération des points qui sont contenus dans cette résolution, il y en a encore beaucoup qui sont aussi scandaleux les uns que les autres, mais le principal, c'est qu'il y a plus de temple de Salomon, c'est-à-dire le temple de Salomon qui a été élevé il y a près de 3000 ans, ben, il n'existe pas, on ne parle que de l'esplanade des mosquées. Idem pour le tombeau de Rachel ou le caveau des patriarches à Hébron, il n'existe plus, ce sont des monuments qui sont exclusivement palestiniens et musulmans, et c'est se moquer bien évidemment non seulement de cette institution qui est l'UNESCO, des pays, mais également des personnes, parce que à l'époque où le temple a été construit et ses caveaux, eh bien, on était à 1600 ans avant la naissance du prophète Mohammed, c'est-à-dire que c'est que 1600 ans plus tard que les musulmans ont commencé à exister et où ils ont commencé à construire des mosquées. Et donc c'est totalement ridicule, et ce ridicule recèle d'une charge extraordinairement grande d'antisémitisme. C'est-à-dire que on en est venu
au niveau de la résolution, mais également au niveau de la France, qui vote pour une telle résolution, à haïr Israël et les Juifs suffisamment fort pour les couper de leur tradition, pour les couper de leur histoire. C'est-à-dire ce qu'on leur dit, vous n'existez pas, vous n'avez ce que vous prétendez, le lien que vous prétendez avoir avec cette terre, mais également le lien avec votre philosophie, avec votre croyance, ben, il n'existe pas. Vous voyez ce temple qui est probablement le centre, comme le disait aussi Dante Alighieri, l'extraordinaire écrivain italien, le centre du monde. Milan Kundera disait la même chose. Ben c'est pas vrai, c'est pas le centre du monde, c'est pas le centre du judaïsme, c'est pas comme d'autres l'appellent la cabine téléphonique entre le monde du physique et le monde du métaphysique. Non, ce sont des mosquées musulmanes et palestiniennes, et vous n'avez en fait aucun droit là-dessus, ni droit politique, ni droit historique, ni droit philosophique. C'est très très dur comme résolution, et malheureusement ça. C'est un bon instantané des relations entre Israël et la France, et on se demande là où ça va s'arrêter. Et puis, Jim et Alex, il y a une autre chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'après avoir voté cette résolution, eh bien, la France, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, s'entête à convoquer une conférence à Paris pour le 30 mai, une conférence des ministres des Affaires étrangères de tous les pays en fait qui voudraient venir, pour faire revenir les Israéliens sur ce qu'ils appellent les frontières de juin 67, et pour diviser Jérusalem, pour en faire une capitale commune d'un État palestinien à naître et d'État d'Israël. Et puis ce qui est très très grave, c'est que c'est ce même gouvernement qui vient de voter à l'UNESCO, eh bien, il menace indirectement, même assez directement, pardon, Israël de sanctions, c'est-à-dire notamment de reconnaître officiellement par la France l'État de Palestine qui n'existe pas, si les Israéliens s'opposaient à cette résolution, c'est-à-dire, dans d'autres termes, s'ils refusaient de se retirer en Cisjordanie des territoires que nous contrôlons, et qu'il ne reste plus, notamment dans la région de Netanya, que 14 kilomètres entre un futur État palestinien et la mer. C'est-à-dire que c'est pas à coup de Katyusha ou d'autres roquettes que les Palestiniens de cet État pourraient tirer sur Israël et peut-être la couper en deux. C'est avec de simples pétoirs. 14 kilomètres, c'est rien. Et c'est ce qui nous inquiète, c'est pas la discussion. On n'invite pas à la discussion. On invite à la discussion tout en soulignant quel est l'objectif et quelle sera la décision. Et pour Israël, c'est quelque chose de bien évidemment inconcevable que de participer à cette farce de conférence, et à mon avis Israël n'y participera pas. Elle fera tout ce qu'elle peut pour que cette réunion n'ait pas lieu, et d'ailleurs les Américains n'ont pas du tout confirmé qu'ils allaient y participer. Et puis puisqu'on parle de nos amis français, un petit sommet au niveau de la couverture des attentats en Israël. C'est dans le Figaro, et c'est un titre qui s'intitule « Attentat de Jérusalem, un Palestinien succombe ». Alors ça, c'est autant pour les gens, il y en a beaucoup, je sais aussi en Belgique, qui disent que les antisémites, c'est surtout la gauche. Eh ben non, on a une surprise pour eux, c'est la gauche et la droite. Le Figaro, c'est pas un journal de gauche. Attentat à Jérusalem, un Palestinien succombe. Le Palestinien en question, c'était le terroriste qui a transporté la bombe et qui s'est fait exploser avec la bombe et qui a blessé violemment une vingtaine de personnes qui se trouvaient dans son autobus. Pas de mot de terroriste, pas de mention du fait que c'est lui qui transportait la bombe. Non, c'est un Palestinien qui a succombé. On essaye d'instiller dans la conscience des Français et des lecteurs francophones qu'en fait il a probablement été tué par des Israéliens. C'est l'inversion totale de la réalité, le rétromimétisme, le fait qu'on considère le criminel pour la victime et la victime pour le criminel. C'est insupportable, c'est nauséabond. Jim et Alex. Oui, Stéphane, ça me rappelle aussi quelques titres de dépêches de l'AFP où
Ils utilisaient un phrasé qui allait dans ce sens en évitant de rappeler au lecteur qui était le terroriste et qui étaient les victimes. Stéphane, encore une question concernant cette conférence internationale qui pourrait donc ou ne pourrait pas avoir lieu le 30 mai prochain. Pourquoi est-ce que la France prend de telles initiatives? On ne sait pas. Et il y a une raison qu'on peut imaginer, il y a deux raisons. La première, c'est pour montrer aux jeunes des banlieues, c'est dans le dictionnaire sémantique ce qui signifie des individus issus de l'immigration, parce qu'ils ne sont pas forcément jeunes, il y en a beaucoup qui ont plus de 50 ans, qui sont très excités, qui détruisent beaucoup de matériel, qui perpètrent des émeutes chaque semaine, même si on n'en parle pas. C'est devenu dans les médias français une habitude que de filtrer l'information. Il y a beaucoup d'émeutes ces jours, beaucoup d'émeutes, beaucoup de violences, beaucoup de blessés, beaucoup d'attaques contre la police, beaucoup d'attaques contre la propriété, les voitures flambent par dizaines chaque nuit, mais on n'en parle pas pour ne pas créer d'effet boule de neige. On a peur que si on parlait de ces émeutes, eh bien, à la place de les restreindre, de les résorber, eh bien, on les encouragerait. Alors on dit rien. Monsieur Hérault, donc le ministre des Affaires étrangères français, s'imagine qu'en lançant des démarches, des initiatives diplomatiques internationales nettement au détriment d'Israël, il va se réacoquiner l'amitié, le soutien, probablement également le soutien dans les urnes de cette partie de la population qui est française pour les 2 tiers. Et voilà, ça c'est une possibilité de rationnel dans l'idée d'organiser cette conférence. Puis l'autre idée, c'est d'essayer de plaire aux bailleurs de fonds de la France. Aujourd'hui, la France tient grandement, survit grandement grâce à l'argent des pays du Golfe, notamment le Qatar, de l'Arabie Saoudite, et peut-être qu'au Quai d'Orsay, on se dit que en agressant Israël, parce qu'on ne peut pas parler différemment, utiliser d'autres langages, qu'en agressant Israël, eh bien, ça va leur faire plaisir, et puis ils vont prêter encore plus d'argent à des taux d'intérêt encore moindres. Et puis là, je pense qu'ils se trompent beaucoup parce que ces pays ont de plus en plus besoin d'Israël, de la technologie d'Israël, des conseils d'Israël, parce qu'ils s'opposent à la vision du président Obama qui très simplement prétend que l'ennemi c'est Daesh. Pour les pays du Golfe, pour l'Arabie Saoudite, pour l'Égypte, pour les pays sunnites, l'ennemi c'est l'Iran, c'est le même ennemi qu'Israël. Et dans leur agenda au niveau des priorités, eh bien, ce qu'il faut c'est se préparer à un éventuel conflit avec l'Iran et surtout pas faire bouger la situation autour des relations israélo-palestiniennes. Ils disent pas qu'il faut pas s'en occuper, ils disent tout simplement que c'est pas le moment. Donc je pense que même pour la France, l'organisation de cette conférence pourrait être grandement contre-productive. Stéphane, autre sujet, ça vient d'un article publié sur le site de l'AMENA que vous avez écrit concernant les relations entre Chypre et Israël. Alors Chypre, c'est ce petit pays qui est pas très loin de l'État hébreu, mais qui se trouve dans l'Union européenne, qui est notamment une partie sous occupation militaire turque. Alors Stéphane, selon vous, dans votre article, permettre la réunification de Chypre, ça permettrait pas mal de choses, notamment à la Turquie de s'éloigner de l'Iran, et ainsi que les normalisations des relations entre la Turquie et Israël. Oui, et où est la question, Jim? La question, Stéphane, j'aimerais que vous nous en disiez peut-être un peu plus sur cette importance qu'a cette petite île dans des conflits aussi grands. D'abord, c'est la tête de pont de l'Union européenne en direction de l'Est. C'est l'Est de l'Union européenne et c'est l'extrême ouest du Moyen-Orient. C'est un endroit où toutes les cultures se rencontrent. C'est un nid d'espions. On va trouver des gens du Hezbollah, beaucoup de Russes à Chypre, également beaucoup d'intérêts occidentaux et des milliers d'Israéliens, entre des campeurs à l'année et puis des gens qui se font passer pour des campeurs. Donc c'est un pays où il se passe beaucoup de choses. Le sud est grec, ce sont les Cypriotes grecs, et le nord est donc contrôlé par des dizaines de milliers de soldats turcs
Il contrôle 38% de l'île, qu'on appelle également l'île d'Aphrodite, parce que selon la légende, c'est là-bas que serait née, aurait vécu la plupart du temps la déesse Aphrodite. C'est un endroit merveilleux, pour les touristes. Et puis maintenant, au niveau démographique, eh bien, il y a environ 800 000 Grecs et 300 000 Turcs. Au moment de l'opération Attila, c'est-à-dire de l'invasion de Chypre par les Turcs en 1974, il y avait 200 000 Turcs qui vivaient partout dans l'île, notamment au sud, notamment entre les villages grecs. Et il y en a 100 000 à peu près qui ont été envoyés par Erdogan, le Premier ministre turc, des régions les plus pauvres d'Anatolie, comme colons, des vrais colons, pour renforcer la présence turque à Chypre. Et puis maintenant, on essaie de se mettre d'accord. Pour les Turcs, ce qui est le plus important, c'est que tant qu'un membre de l'Union européenne s'oppose à leur adhésion dans l'Union, eh bien, ils ne peuvent pas, leur candidature peut pas être retenue. Donc il faut absolument que les Cypriotes grecs acceptent le principe de l'entrée des Turcs dans l'Union européenne. Et la condition, bien entendu, des Cypriotes grecs, c'est la réunification de leur île, c'est de récupérer des territoires dans le nord, c'est de récupérer des biens qui ont été spoliés aux Grecs du nord, et également d'avoir des nouvelles des 2000 personnes qui sont portées disparues suite au conflit de 74, et dont on est presque sûr qu'ils ont été tout simplement exécutés par l'armée turque. Voilà un petit peu l'enjeu principal. Et l'autre enjeu principal est plutôt de titre économique, puisque Chypre et Israël exploitent en commun la partie d'eau de la mer Méditerranée, ce qu'on appelle aussi le bassin oriental de la mer Méditerranée, qui regorge de réserves de gaz naturel et de pétrole. Et la Turquie a dit que Chypre, donc la République de Chypre, Chypre grecque, n'avait pas le droit d'exploiter ces ressources, parce que cela se faisait au détriment des Cypriotes turcs. Il y a eu des menaces, notamment militaires, de la part des Turcs, et c'est Israël qui est venu à l'aide des Cypriotes grecs, notamment en survolant avec des dizaines de chasseurs bombardiers la partie nord, la partie occupée par l'armée turque, pour signifier aux Turcs que maintenant on était là et que leur hégémonie militaire était terminée. Et puis à partir de 2013, on a le droit de stationner en permanence des avions, qu'on fait très probablement, j'ai pas le droit de le dire, j'ai pas le droit de dire non plus que ça se passe à l'aéroport de Paphos dans le sud de Chypre. Donc il y aurait des avions israéliens là-bas, et des avions israéliens qui permettraient aux Cypriotes grecs de se défendre, et peut-être plus que ça, en cas d'attaque turque. Et pour les Israéliens, ce qui est important, c'est avec la garde nationale, l'armée cypriote grecque, de pouvoir contrôler et surtout protéger les plateformes de forage de leur zone économique exclusive, c'est-à-dire de toute cette partie qui se trouve entre Chypre et Israël. En bref, entre Israël, Chypre et aussi la Grèce de Monsieur Tsipras, c'est d'ailleurs une alliance très extraordinaire entre des gens de droite et des gens du centre et des gens de gauche. C'est une alliance qui est très forte, qui comprend des volets économiques, des volets scientifiques et bien entendu des volets militaires. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait c'est ce qui domine la situation stratégique dans le bassin de l'Est Méditerranée. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller lire cet article sur le site de la Metula News Agency s'ils veulent avoir encore plus d'informations. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Chag Sameach à vous et Chag Sameach à tous vos collègues de la MENA. On n'a pas le temps de dire un petit mot sur l'exploit extraordinaire au plan scientifique qui se déroule sur notre tête. Malheureusement, mon cher Stéphane, on en relatera la semaine prochaine. Nous avons une nouvelle rubrique culinaire depuis vendredi passé avec Brigitte Weberman qui nous attend déjà en studio maintenant et qui doit finir à 8h30 pour la rediffusion du billet de Jérusalem. Nous sommes très heureux de vous avoir entendu, mon cher Stéphane. Excellente fête de Pessah à vous. Pessah Kacher et beaucoup de paix et de bonheur à nos amis belges.